Bonsoir et soyez le bienvenu dans ce nouveau podcast de l'Association des membres HCFR. Aujourd'hui, et vu l'actualité en ce moment, il y a une nouvelle mise à jour Trinov qui a été proposée il y a une dizaine de jours maintenant. On va faire un podcast spécifiquement dédié en français à cette mise à jour, le firmware 4.4.2. Et au préalable à ça, ce que l'on va faire, c'est on va faire un tour des présents, en commençant par Alexandre. Oui, bonjour. Moi c'est Alexandre de Trinov, Alex G sur le forum. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'occupe du marché français de Trinov pour le home cinéma, l'hi-fi, les studios d'enregistrement, le pro et le cinéma commercial. Voilà. Eh bien, merci Alex. Christophe. Bonjour, Christophe, CCC sur le forum, et moi je suis chef produit pour le home cinéma chez Trina Audio. Eh bien, merci Christophe. On vous connaît tous les deux. Et maintenant, un petit nouveau, Maximilien Gomard. Oui, Max, en abrégé. Max, si tu pouvais te présenter, quelle est ouais, ta pas de souci. fonction également chez Trinov, s'il te plaît, merci. Bah déjà merci pour l'invitation et enchanté de faire votre connaissance à tous. Du coup bah moi ça fait 2 ans et demi que je suis à Trinov et je travaille un petit peu entre la recherche et le développement en particulier sur l'optimiseur en fait sur les algorithmes de d'optimisation acoustique dans les machines Trinov, quels que soient les marchés. Eh bien, super. Et Jeff? Jeff, j'accousse sur le forum HCFR. Eh bien, merci Jeff et moi-même, Hugo S, sur le forum. Et j'ai le très grand privilège d'être aujourd'hui le président de l'association des membres HCFR. Il devait y avoir avec nous Régis Trans-Europe Express, malheureusement pour 15 000 raisons, parce qu'il avait des amis à dîner ce soir, il n'a pas pu être des nôtres. Et du coup, tout de suite, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, la présentation que va faire Max du nouveau firmware, la version firmware du waveforming, firmware 4.4.2. À toi, Max. Merci. Bah, du coup, on va, avec ces petites slides, on va un peu présenter les nouveautés et les choses qu'on a améliorées dans cette nouvelle version qui apporte pas mal de nouveautés et pas mal de choses intéressantes sur les produits Altitude. Et donc, je vais vous présenter brièvement les différentes choses dont on va parler, puisque donc, désormais, les machines Trinov ont la possibilité de se connecter avec le service Audirvana. Donc, on a une certification Audirvana désormais. Et ensuite, on va parler d'améliorations qui concernent l'optimiseur et le waveforming, avec donc l'apparition d'un nouveau paramètre, des améliorations sur le bus management et enfin des améliorations propres au waveforming. Peut-être que je peux passer la main à Alexandre ou à Christophe sur cette partie, Audirvana. Audirvana, c'est moi qui vais en parler. Ouais, Petite nouveauté, nouveauté de la 4.4.2 sur altitude 16 et altitude 32 et sur la métiste, mais sans évolution de version. On a passé haut la main la certification Audirvana. C'est le programme Place with Audirvana, je vais y arriver, pardon. Globalement, ça permet d'offrir, en fait, on était déjà certifié Roon, donc ça permet d'offrir une alternative à Roon. Qu'est-ce que ça apporte? Globalement, une meilleure expérience utilisateur via les options propres à Audirvana. On a une conversion automatique de l'upsampling, on a la lecture gapless, plein de choses comme ça. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Audirvana, c'est un peu un logiciel de gestion de contenu, de bibliothèque, enfin de contenu haute résolution, et ça permet aussi de se connecter à Tidal et à Cobuzz.
Donc voilà, et puis bah, ça s'utilise très très simplement sur les trois machines, c'est-à-dire sur l'entrée network, vu que ça utilise le protocole UPnP. Et bah, pour ceux qui ont reçu la newsletter Trinov, en fait, on offre 3 mois d'essai gratuit. Donc ça permet effectivement d'essayer la solution bah, sur vos processeurs Trinov. Donc voilà, petite nouveauté bonus, aussi bien sur les altitudes que sur l'améthyste, pour montrer que le marché de l'IFI est toujours très important pour nous. Voilà un peu pour Audirvana, tout ce qu'on peut dire sur cette certification. Jeff, de souvenir, il y a 3 4 ans, tu avais testé Audirvana, c'est bien ça? Ouais, les anciennes versions. Avant, qui passent en abonnement. On avait fait un test et bah, j'utilise toujours mon ancienne version Nirvana comme alternative à JRiver. Et c'est très Mhm. bien. Bien, quelqu'un souhaite rajouter quelque chose par rapport à Audirvana, Christophe? Non, je sais que ça a fait des adeptes chez Trinov comparé à Rhône. Donc là, vous avez 3 mois d'essai gratuit. Je pense que c'est idéal pour se faire une opinion par soi-même. Et c'est quand même un petit cocorico, puisque Nirvana est français. Donc Oui, c'est Mm. ce que Oui. j'allais dire. Oui, c'est un avantage non négligeable. Donc il y a la gestion de la musique locale, mais aussi Tidal Mm, mm. et Cobuzz qui sont intégrés directement dedans. Donc il y a une application pour téléphone qui permet de tout contrôler. Voilà, moi, je trouve ça plutôt chouette. Après, à chacun de faire son idée. Donc avec les mois d'essai gratuits, je pense que ça devrait convaincre pas mal de gens. Ça marche très bien et ça garantit vraiment une qualité audio vraiment optimale même sur PC, alors que sur PC il peut y avoir pas mal de petites choses qui se passent. Et Damien Pisson nous avait expliqué sa philosophie, sa manière de d'aborder les choses par l'intermédiaire du kernel. Et non, c'est vrai que c'est un très bel outil et c'est un très beau logiciel. Ton problème de micro est revenu, Jeff. Donc, si tu pouvais essayer faire un petit coucou. Je sais pas. Oui, bon, c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, Maximilien, à toi, on te repasse la main. Oui, bah merci. Donc on va parler brièvement des nouveautés côté optimiseur maintenant, et notamment d'un nouveau paramètre qui a fait son apparition dans cette nouvelle version. Et je voulais essayer de l'expliquer de la façon la plus simple possible, parce que c'est vrai que c'est un paramètre qui a un intérêt qui est évident parmi nos clients, et c'est en fait ça répond aussi à une demande qu'on a eue beaucoup de la part de nos clients. Mais je vais essayer de vous le présenter, de l'expliquer le plus facilement possible. Et j'ai voulu commencer par un petit schéma pour voir un petit peu où on se situe dans l'optimisation et de quoi on parle. En fait, très simplement, ce nouveau paramètre, comme son nom l'indique, permet de choisir si oui ou non on veut réaligner les haut-parleurs en niveau entre eux après l'application des filtres de l'optimiseur. Quand tu parles de haut-parleur, tu parles d'enceinte. On est bien d'accord. Ouais, des transducteurs, quoi, vraiment. Voilà, ok. Euh, et donc, ce schéma le montre. Donc, en fait, on a un alignement sur toutes les réponses, on va dire, après correction, qui est normalement fait, en tout cas jusqu'à présent, sur toutes les versions. Jusqu'à cette version-là, c'était on va dire, le comportement par défaut. Et si vous voulez, la nouveauté, c'est de pouvoir désactiver cet alignement, en fait. Et je vais donc vous expliquer pourquoi on veut faire ça. Mais d'abord, où trouver le paramètre? Donc ça se trouve dans Optimizer Settings, Advanced Settings, dans la section qui est consacrée au Level Alignment. Et c'est le troisième réglage. Voilà. Et il faut descendre avec la souris, il faut Ouais, descendre. il faut aller le chercher un petit peu dans Voilà, le... parce que en fait, ça se trouve pas forcément directement visible. Exactement. Et pas oublier aussi de faire apply. Exactement. Oui, le apply en orange ici, là. Voilà, et de sauvegarder son preset. Alors, on Voilà. rappelle Oui, les Ouais, tout- fondamentaux. ouais. tu fais bien. Oui, oui, mais il faut toujours le répéter parce que celui-là, on l'oublie facilement. Et du coup, je voulais vous faire un petit exemple, présenter un exemple typique d'une utilisation du Trinov, ou en tout cas d'une utilisation de la courbe cible, parce qu'en fait, c'est vraiment là que ce paramètre devient important.
En fait, on a réalisé que parmi nos clients, il y avait des gens qui utilisaient la courbe cible de différentes manières. Il y a un peu plusieurs philosophies derrière cette courbe cible. Et ce paramètre permet justement de changer de paradigme d'une philosophie à l'autre. Donc on va prendre un exemple très simple. On a un système 5.1 où on applique exactement la même courbe cible sur toutes les enceintes. Et donc c'est celle que vous voyez. Y compris le sub. Donc, Exactement, y compris le sub. ouais. Et donc ici, en fait, j'ai voulu présenter les deux paradigmes ou les deux philosophies derrière l'application de la courbe cible euh, dans cette diapo. Je vais essayer de réduire les vidéos parce que sinon je ne vois plus le texte. Donc le comportement, on va dire par défaut, donc quand ce paramètre est à on, qui est le comportement que vous avez l'habitude d'avoir depuis que Trinov existe, c'est-à-dire qu'en fait, on prend tous les haut-parleurs, on leur applique leur courbe cible, et ensuite, peu importe quel est l'impact de cette courbe cible et donc des filtres sur le niveau des enceintes, les enceintes vont être réalignées en niveau derrière. Donc ça, c'est, on va dire, le paradigme si on veut utiliser la courbe cible comme un moyen de changer l'équilibre tonal d'un haut-parleur, mais de faire en sorte que, in fine, toutes les enceintes aient quand même le même niveau, même si on change l'équilibre tonal. On peut imaginer, par exemple, si on trouve qu'on a des enceintes qui sont un peu brillantes, certaines enceintes parmi un ensemble d'enceintes, on peut choisir de réduire un petit peu l'aigu de l'enceinte, mais in fine, on veut quand même que toutes ces enceintes elles soient alignées en niveau. C'est-à-dire que c'est de la correction tonale, mais on veut garder un équilibre. Et le deuxième paradigme, l'autre façon de voir la courbe cible, c'est lorsque l'on désactive cet alignement après application des filtres. Et donc là, on accepte finalement que les filtres induisent une différence de niveau. Et alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va voir dans cet exemple, dans le cas précis des subs, c'est des haut-parleurs qui ont donc une bande passante qui n'est pas du tout la même que celle d'un haut-parleur pleine bande. Et donc du coup, les filtres vont avoir un impact différent sur leur niveau. Et du coup, ce nouveau paradigme permet d'utiliser la courbe cible de façon absolue. Et donc, typiquement, si on applique la même courbe cible sur tous les haut-parleurs, ça permet d'utiliser la courbe cible comme une courbe de système. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on nous a demandé et qu'on voulait implémenter. Donc là, on est encore dans l'explication un petit peu abstraite. Donc, je veux vous montrer un exemple vraiment concret. Et donc, c'est cet exemple de système 5.1. Et donc, je vais hop, vous montrer ceci. Dans le cas de gauche, on a donc activé cet alignement post-optimisation, donc post-application des filtres. Et donc on peut se dire à première vue que la courbe after du bas, en bas à gauche, verte et rouge ne sont pas au même niveau, mais si elles sont bien au même niveau, parce que le sub S1 a une bande passante beaucoup plus resserrée. Donc le boost qu'on demande avec la courbe cible, le plus 5 dB entre 10 et 120 Hz, a un impact qui est beaucoup plus important sur sa bande passante, ce qui fait que quand on réaligne en niveau les haut-parleurs après application des filtres, on a ce genre de courbe. Et donc, ici, ce qui saute aux yeux, c'est que eh bien, si on fait du bass management entre left et S1, eh bien, la résultante n'aura pas les plus 5 dB escomptés dans le bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la possibilité de désactiver cet alignement, qui permet d'avoir le cas de figure de droite, où donc on voit que les niveaux moyens de L et de S1 ne sont plus les mêmes, mais par contre, les courbes se superposent. Et comme elles se superposent, on comprend bien ici que si je bass manage L dans S1, eh bien, je vais bien retrouver la courbe cible globale du système que je veux. Et donc, ça me permet aussi de montrer une autre amélioration que nous avons faite sur les graphiques, qui est que désormais, les graphiques after sont alignés avec les niveaux réels des enceintes. Ça veut dire que maintenant, vous voyez dans les graphiques ce que vous entendez et ce que vous pouvez remesurer. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été grandement apprécié par nos utilisateurs les plus pointilleux qui remesurent après ce que la machine fait. Et ils ont constaté une bien meilleure correspondance entre ce qu'ils remesurent avec leur logiciel et ce qui se passe dans la machine. Juste qui n'est pas forcément le cas des oreilles. pour les non anglophones, after c'est après correction et before c'est avant correction. Oui, désolé. C'est la jeune génération, on parle avec plein d'anglicismes de partout.
Pas une soirée, une after? Non, pardon. Oui, bon. Bon, on sait que tu es pressé, Alex, donc on va essayer Dans de ce faire cas-là, court, non, je suis donc, mais ne collé. rajoute pas. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair Si, selon si, vous, si vous voulez que j'apporte des précisions. c'est parfaitement clair. Jeff, est-ce que tu souhaites intervenir? Non, 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 c'est très bien, c'est clair. Eh bien top, on va pouvoir avancer et parler de Bass Management. On en a parlé un petit peu dans la partie d'avant. Et donc là, la nouveauté sur cette nouvelle release 4.4.2, c'est que l'algorithme qui détermine la valeur de délai qu'on applique soit au satellite, soit au subwoofer pour optimiser la reconstruction dans la zone de transition justement entre satellite et subwoofer, cet algorithme-là, il a été amélioré et donc il nous permet d'avoir des meilleures performances sur la zone de transition. Donc typiquement, si vous avez choisi les valeurs par défaut du bass management, c'est-à-dire une fréquence de coupure de 80 Hz et un filtre LR4, la zone de recouvrement, on considère qu'elle est entre 40 et 160, donc une octave au-dessus, une octave en dessous. Mm. Et donc dans cette zone-là, par défaut, en sortie de calibration, vous allez avoir des meilleures performances que précédemment. Et je rappelle juste que cette valeur de délai, elle est consultable dans le menu Optimizer Settings Position Summary, donc le sommaire en fait, où on répertorie un petit peu bah, les niveaux, les délais, tout ça. Il y a une ligne BM délai qui vous renseigne du coup sur cette petite valeur d'ajustement qui en général vraiment de quelques millisecondes qu'on se permet d'appliquer pour optimiser la reconstruction entre les subs et les satellites. Oui, et ben j'enchaîne sur le waveforming. Mais là, ça va être très rapide. Globalement, en fait, ces innovations dont on a parlé précédemment, ça nous a fait donc réévaluer tout ce qui est de l'ordre de l'alignement en niveau, mais aussi de l'alignement temporel avec du coup le waveforming qui forme un tout à partir d'un ensemble de subs. Et l'idée, c'était donc d'intégrer encore mieux ce sub-waveforming au sein du système global, avec notamment une meilleure interaction avec la courbe cible, qui est donc aussi permise grâce à l'innovation avec le Post-Optimizer Alignment, et aussi avec la courbe d'excursion, qui nous permet du coup de mieux contrôler bah, la quantité d'excursion qu'on veut permettre avec le waveforming. Donc globalement, une meilleure intégration et des meilleures performances dans le système avec le waveforming. Et puis évidemment, des petits correctifs par-ci par-là et une amélioration globale des performances d'utilisation. Voilà, voilà, je crois que bah, c'est tout pour, euh, pour ces nouveautés côté optimiseur et waveforming. Bien. Donc, au niveau de ce qui se passait précédemment, donc au niveau de l'explicitation, il y a eu effectivement peut-être une petite incompréhension, sachant que la position on correspondait à ce qui se passait précédemment, donc au niveau des versions précédentes du waveforming. Oui, C'est c'est bien ça. ça, Max? Oui, Et la nouveauté qui est introduite, donc qui est la position off, oui, qui positionne donc comment dire, une visualisation de la house curve qui est appliquée, qui est beaucoup plus visible au niveau de son utilisation, sachant que au niveau de l'oreille, donc les deux positions sont différentes au niveau du rendu. C'est bien ça? oui, c'est ça exactement. Euh, D'accord. Alors effectivement, dans l'exemple que l'on a pu voir tout à l'heure, donc les plus 5 dB mesuré en on avec un impact à 3 dB, c'est ce qu'on mhm. a vu, et avec la position off, une variation donc de plus 5 dB. Oui, c'est Euh, ça. voilà, c'est bien ce que l'on a vu. Mhm. En fait, enfin, pour essayer de simplifier un peu les choses, si le poste optimiseur alignement est sur off, en fait, c'est la courbe cible qui est prioritaire sur les niveaux, clairement. On ne cherche pas à aligner. Enfin, voilà, enfin, Ouais. comme il n'y a plus d'alignement au niveau, en fait, on retrouve effectivement
Ce qui a été dessiné dans la courbe cible, ce qu'on n'avait pas avant. Parce que comme il y avait l'histoire du niveau moyen, ce qui pouvait expliquer que des fois, quand tu actives le bass management, en fait, ou des gens, en fait, quand tu mettais plus 5 dans le graphe, tu n'avais pas l'impression qu'on rajoutait plus 5 Enfin, quand tu rajoutais plus 5 dans la courbe cible, le comportement par défaut faisait que Ouais. graphe, en fonction de l'alignement du niveau, pouvait être moins percutant et moins présent que en post-optimiseur off, en fait. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas été conçue pour ajouter du niveau. Elle était plus conçue de base comme un Oui, outil voilà, c'est ça. d'équilibre tonal en fait du haut-parleur. Et Oui, c'est ce oui. nouveau paramètre qui permet de l'utiliser pour mettre du niveau en fait, ou pour Bah, avoir. en fait, quand tu es sur off, ce que tu dessines, tu l'as. Exactement. Voilà. J'aime beaucoup cette explication complémentaire. Merci Alex Et pour si, ça. Et du coup, toi, par-delà le contexte donc d'ingénierie de Max, au niveau de l'utilisateur spécialisé que tu es, Alex, au niveau des personnes que tu vois, euh, qu'est-ce que les gens utilisent? Est-ce qu'ils utilisent plutôt on ou plutôt off? Ouh, c'est frais encore, hein. Hum, Euh, hum. Moi, les calibres que j'ai pu faire depuis la 4.4.2, je suis plutôt resté en on pour l'instant. Mais je C'est pense que c'est- c'est ce que j'utilise également. Et mais donc, je pense que c'est des vieilles habitudes. Après, si tu veux, les fois où j'ai mis off, le problème, c'est que j'avais pas. Enfin, je vais être cash, hein, c'est que j'avais un peu zappé le paramètre. Et donc j'alignais un peu, tu vois, tu faisais ton waveforming ou des choses comme ça, et puis du coup au final après tu alignais un peu manuellement, tu confirmais manuellement, ce qui fait que quand tu mettais sur off, il y avait trop de graves en fait. Donc c'est juste ça, mais bon, moi si tu veux, j'ai peut-être trop d'habitudes en fait et trop de vieilles habitudes. Mais je pense que c'est vraiment après, il faut vraiment aussi prendre le temps d'appréhender ce réglage et faire des essais et se dire c'est quoi le mieux. Je pense que le mieux en fait c'est d'essayer déjà en fait une fois que c'est calibré et faire on-off avant de toucher quoi que ce soit. c'est Bon. une différence de philosophie. Je crois que les gens qui aiment remesurer avec REW Oui, ou ce genre d'outils, ils vont être plus confortables avec off parce qu'ils oui, vont avoir directement ce à quoi ils s'attendent. Alors que les gens qui veulent un processus plus automatique, ils vont plutôt se tourner vers on. Et si on a besoin de faire de l'alignement de niveau avec le on, on va plutôt se tourner sur une augmentation de niveau qu'on va faire dans le bus management directement. mm, Mm. Alors qu'en post-optimiseur alignment off, là, on pourra faire l'alignement de niveau, entre guillemets, directement avec les courbes cibles. Ouais, c'est exactement ça. et c'est là où on rentre dans l'utilisation. Donc, Jeff, tu n'as toujours pas installé le Si, 4.4.2? si, 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 ça y est. tu l'as utilisé? Bah oui. Euh, lequel tu préfères, on ou off? Bon, ça, j'ai pas trop bidulé là-dessus, parce que moi, je fais pas mal de jouer avec les courbes cibles. Dans mon setup, j'en utilise quatre différentes. Donc, déjà, à la base, en simultané, hein, par groupement d'ensemble, pour tout un tas de raisons. Mais après, ouais, je vais m'amuser à faire un comparo on et off. Mais des explications, je pense que je vais de toute manière basculer sur off avec un réajustement des niveaux dans le bass management et dans le LFE. Bah, tout simplement parce que comme moi, je fonctionne pas mal avec le courbe cible, des habitudes de dictée, en fait, hein, pour parler pas vraiment de la concurrence, mais dans notre système. Et Alex, quand tu étais venu chez moi, tu avais pu constater aussi sur les écoutes que d'avoir modulé particulièrement l'ensemble de la tonalité du système, ça Mm. permettait d'avoir un rendu assez sympa. Oui, bah oui. Euh, Moi, je pense que je vais continuer comme ça, mais en basculant sur off pour donner effectivement la priorité à la target curve, ouais. qui me semble logique, parce que de la retrouver amoindrie a posteriori, parce qu'il y a un nivellement sur la moyenne des niveaux, c'est un peu dommage. Parce que après, on compense autrement, et bon, c'est un peu, on rajoute du sel sur quelque chose qui est déjà salé parce qu'on nous en enlève un peu. C'est pas très logique, quoi. Donc, en fait, effectivement, hop, dans ce cas-là, ça me paraît être une des solutions globalement les plus logiques. Ben, moi, Bon, après, une personne, ouais, je suis juste de l'avis inverse.
C'est-à-dire que pour moi, et c'est ça que je trouve intéressant dans toute cette affaire, c'est que quelque part, pour moi, le waveforming, et c'est dommage que Régis n'ait pas pu être des nôtres ce soir, pour moi, la caractéristique principale du waveforming, c'est l'intégration entre le grave, donc la reproduction du grave et la reproduction au-delà du grave. Et cette cohérence, cette cohésion globale, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant. Enfin, personnellement, les mesures, j'en ai rien à faire. Et Mm. quelque part, donc, ce qui est important pour moi, que pour Bon, t'as perdu. Ah non, mon t'es revenu. système, quasiment 99% du temps, euh, pardon, j'ai été coupé, Ou c'est alors ça? c'est moi. Ah, Ou alors c'est moi. et ouais, non, c'est Ici aussi, oui. ma connexion ouais, qui est instable. Donc, ce que je disais, c'est que quelque part, en fait, c'est effectivement, après l'installation et avec les petites interrogations qu'il y a eu, j'ai essayé on et off, et je trouve que au niveau de off, il y a comme une espèce comment dire, c'est une perte d'équilibre. Enfin, je sais pas comment le dire autrement et cette intégration, sachant que en ce qui nous concerne, donc la house curve que j'utilise n'est pas du tout du niveau de ce qui est montré là, puisque nous on est aux environs de plus 3 dB, plus 3 dB dans le grave, avec une petite On a perdu Hugo, je crois, hein. atténuation euh, moins de dB au niveau de comment dire. Et du coup, donc, cette homogénéité globale est personnelle. Et le fait, donc, du coup, euh, que cette mise à jour ait permis à chacun de choisir les deux approches, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et Ouais, surtout, voilà, ce enfin là, qui est, c'est du vécu, Max. ce qui est Oui, fondamental, c'est qu'on ait la possibilité de choisir. Oui. Ce qui est pas le cas ailleurs. bien sûr. Mais d'ailleurs, ça me permet Ce qui, ça, enfin, ça me permet d'enchaîner sur peut-être une recommandation et qui peut-être, Hugo, répond peut-être à ta question. C'est que dans le cas où on passe du coup au Post-Optimizer Alignment Off, nous, ce qu'on recommande de faire, c'est de mettre à zéro les différents paramètres personnels de niveau qui ont été mis par le passé. Si par exemple un utilisateur a mis, comme tu as dit, une courbe cible qui booste de plus 3 dB dans le grave, mais comme les haut-parleurs sont réalignés, bah, en fait, en pratique, on n'avait pas plus 3, mais peut-être plus 1 et demi, et que l'utilisateur a, en plus de cela, rajouté 1-2 dB dans le bass management, au moment où il va passer en post-optimizer alignment off, il risque de se retrouver du coup avec trop de niveaux dans le grave, du Mm. fait de l'addition de cette courbe cible qui du coup est atteinte de façon absolue, en plus de ces 2 dB d'ajustement. Donc c'est pour ça que nous, on recommande de repartir de zéro en termes des ajustements de niveau supplémentaires, donc que ce soit dans le menu Bass Management ou même dans le menu des outputs, pour se faire une idée. oui, on voit au travers de ça comment dire, toute la latitude des réglages possibles au niveau au niveau de ce qui est offert, au niveau comment dire, de la gestion Trinov, et le fait qu'il puisse y avoir comment dire,
des résultats à l'écoute qui peuvent être, parce qu'effectivement, pas mal de gens s'amusent à mettre les mains dans le cambouis. Tu as effectivement évoqué la possibilité de rajouter un petit peu de niveau au niveau du base management, des choses que l'on peut éventuellement oublier à l'utilisation. Et du coup, donc, avec l'application du 4.4.2, on se retrouve avec des résultats qui vont bien au-delà simplement du on-off tel qu'il est visualisé. Mais effectivement, peut y avoir beaucoup de choses. Donc, merci Max d'avoir à nouveau insisté sur la chose. Qu'est- qu'est- Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais comme autre conseil à donner? Bah, peut-être bah, de se poser la question justement de bah, comment moi j'utilise la courbe cible et quelle est finalement ma façon de l'utiliser pour trouver le paramètre qui correspond. Et puis ensuite d'essayer les deux et de se faire une idée, on va dire, plus subjective. En fait, nous, on a aussi ajouté cette fonctionnalité car on a tout un tas d'utilisateurs qui remesurent beaucoup et qui sont donc du coup dans une approche très objective, très froide, on va dire, de l'audio. Et à contrario, des gens comme toi, Hugo, qui vont peut-être plus se fier à leur subjectivité, enfin à ce qu'ils entendent. Et en fait, c'est très difficile de concilier ces deux mondes. Et c'est aussi pour ça qu'on a donné la possibilité de choisir entre ces deux paramètres. Du coup, je dirais à chaque personne d'essayer et de se faire un peu une idée. C'est clair que c'est une, comment dire, c'est une proposition et une option ouverte où tout est permis et c'est à chacun, en fait, euh, d'essayer d'essayer ce qui lui convient le mieux. Et c'est vrai que tout le monde n'offre pas ces mêmes possibilités. Alors, j'ai peut-être été coupé là parce que Non, ma non, c'est connexion passé un est peu plus instable. tard. Euh, je trouve que c'est vraiment pas mal. Jeff? Bah, c'est moi, plus on me permet de faire des choses librement et plus content, hein, donc sans partir sur je fais n'importe quoi et même si parfois je m'amuse un petit peu à faire des trucs bizarres. Le fait de pouvoir avoir la liberté de choix, en ce qui me concerne, enfin, c'est primordial. Bon, après, un néophyte qui fait plus confiance à son intégrateur aura besoin d'un intégrateur ouvert et qui lui posera les bonnes questions justement pour arriver au bon paramètre, parce que quand on fait des choses soi-même, bah, c'est toujours plus facile de s'interroger soi-même, s'introspecter et puis de faire des choix par la suite. Mais dans l'absolu, celui-ci permet de faire ce qu'on veut sans être imposé par une philosophie hardware ou software, c'est à mon avis primordial. Enfin, en tout cas, c'est ce que Tinov propose depuis très longtemps et au fur et à mesure de rajouter des possibilités de libre arbitre, c'est ce qui est le plus important. On disait tout à l'heure, donc par rapport à un utilisateur qui est extrêmement rigoureux et qui va se fier à 100% aux mesures parce qu'il maîtrise son environnement, il a confiance. Bon, là, je pense qu'on parle d'intégrateurs ou d'utilisateurs professionnels qui ont besoin d'avoir un résultat encadré, normé et normalisé par rapport à un utilisateur qui va avoir une approche un peu plus libre. Pour ma part, par exemple, ça m'arrive de réintégrer dans la courbe cible le room gain parce que à l'écoute subjective, le fait de préserver le room gain en certaines circonstances, hein, pas toujours, ça permet d'avoir une écoute un petit peu plus riche entre guillemets, alors beaucoup moins rigoureuse, mais plus sympa, donc plus typée ici. Donc ça va faire Hmm. plaisir à Alexandre avec les clients audiophiles. Euh, bah oui. Mais effectivement, ça peut être une option. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, ouais, tu parlais effectivement du room gain, etc. C'est un sujet en soi. Et effectivement, ce côté un petit peu chaud, avec un petit peu plus de punch, effectivement, mais ça nous amènerait très très loin et c'est un sujet en Oui. soi.
C'est comment calibrer, enfin, comment réaliser Ta propre courbe cible. sa propre courbe cible. Ouais. Bon ben, écoutez, je pense. Est-ce que tu penses on a fait le tour du 4-4-2? Tu vois autre chose, Jeff? Bah, écoute, non, parce que j'ai fait ma grosse feignasse et j'ai pas essayé le waveforming et les options supplémentaires avant la 4.4.2, même si j'avais fait l'installation. J'ai pris beaucoup de temps à remettre en place les nouveaux caissons, à câbler, à gainer, à faire propre et les positionner correctement. Enfin, au mieux, apparemment, à mes contraintes. Donc, ça s'est un petit peu goupillé avec la 4.4.2, donc j'ai pas pu faire de différence avec les deux, mais bon, je pense en enlevant les différentes nouvelles options, ça revient plus ou moins au même. Donc déjà, je pense qu'en essayant entre l'alignement on et off, on revient à peu près à ce que l'ancienne version du software proposait, mais est-ce que ça a véritablement un impact au niveau du waveforming lui-même dans sa performance à gérer les ondes stationnaires? Je ne crois pas, hein. Ça c'est vraiment une Non, non, question c'est. d'équilibre tonal. Ouais, bien sûr. Enfin, et tu fais bien de le dire de cette façon-là. Avec le 4-4-2, c'est une évolution du waveforming, ce n'est pas une remise à plat du waveforming. Le waveforming est toujours là. Et ce que je disais tout à l'heure, là, c'est cette cohésion, euh, ce plaisir de l'écoute de l'ensemble de la bande spectrale, dans notre cas en position on. Je trouve ça vraiment magnifique et c'est vraiment le waveforming dans toute sa splendeur. Ce qui m'amène, et parce qu'il va falloir que l'on se dépêche un petit peu, à parler, donc, il y a une question récemment donc, qui a été posée au niveau du forum, à savoir dans le contexte des recommandations Trinov, à partir du moment où il n'est pas possible de répondre et de se conformer strictement aux recommandations Trinov. C'est mon cas. En ce qui me concerne, donc notre installation n'est absolument pas conforme aux recommandations, puisque les quatre subs sont disposés aux quatre coins de la pièce et on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a une question qui a été posée, c'est entre plutôt se conformer à un positionnement des subs en horizontal ou positionner ces mêmes subs en vertical. Quelle est quand on ne peut pas se conformer au schéma des recommandations Trinov Waveforming, qu'est-ce qui est à privilégier? Christophe, Alex, euh, Max, quel est votre avis? Hein? Alex, Alex, ton micro est coupé. Il est coupé? Ah bah non, là, c'est bon. Voilà, ça y est, vas-y. Eh bien, bah, moi j'aurais tendance à dire qu'il plutôt, c'est vrai que nous on a fait enfin pour reprendre un peu les recommandations qu'on avait faites, on avait parlé de waveforming, enfin optimal avec les caissons positionnés à la fois correctement sur le plan horizontal et vertical. Et, et ensuite on avait carrément, parce qu'effectivement souvent, il y avait la contrainte de placer les caissons à la bonne hauteur qui n'était pas toujours évidente parce que ça pouvait, enfin voilà, soit il y avait des problèmes avec les enceintes principales ou alors des problèmes de poids ou tout ça. C'est pour ça qu'après, on avait sorti le waveforming plutôt cylindrique. On avait dit, bah, vous les placez ou un quart, trois quarts. Donc après, je suis pas sûr qu'on ait fait tant que ça des simulations avec des caissons mal placés verticalement. Euh, donc dans le doute, je dirais que si on peut pas les placer dans les zones
Là, dans le guide, là où on a fait dans les zones, là, dans les intervalles, verticalement, d'un point de vue vertical, autant les laisser au sol, plutôt que de tenter une solution mi-figue, mi-raisin, entre guillemets. Mhm. Christophe, c'est ton avis également? Bah, si on peut les surélever, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut quand même aider euh, à la création de fronts d'onde. Après, le gain est toujours à avoir entre. C'est toujours une question de compromis, ce qu'on est capable de faire. Les 4 Et, subs d'Hugo sont au coin, au sol, ça marche quand même très bien. Après, si on veut gagner un petit peu en performance, en uniformité du champ acoustique, les surélever ne serait-ce que de 30 centimètres, ça peut déjà donner un petit coup de boost. Mm. Si on a rien à faire de l'uniformité sur les positions d'écoute du graphe, par exemple, et si le seul intérêt, je dirais, c'est la réduction du decay dans le grave, là, c'est peut-être moins important. Mhm. Max, en tant qu'utilisateur, quel est ton point de vue? Bah, c'est-à-dire que oui, en fait, nous, on a commencé à évaluer les performances sur les bases de la théorie, donc sur des positions très régulières. Et donc, c'est les positions, on va dire, préférentielles qui sont énoncées dans le guide. Mais en fait, au fur et à mesure de nos explorations, on s'est rendu compte, bah, comme l'a dit Christophe, que même sur des positions, donc, comme tu l'as dit, quatre coins, etc. Alors, en effet, le champ acoustique sera peut-être pas aussi propre, mais en termes de réduction du decay, on a quand même d'excellents résultats. Et Ouais, c'est, on va dire, c'est impressionnant, oui. c'est peut-être l'élément le plus important, on va dire, pour une écoute. Pour un canapé à seulement deux places, une installation domestique, c'est peut-être la chose la plus impressionnante sur le waveforming, c'est justement cette réduction du decay et ce côté contrôlé et très propre du grave que du coup vous pourrez avoir avec, on va dire, avec un placement des haut-parleurs qui est assez flexible pour le coup. et pas que du grave, hein, parce que l'incidence, elle se ressent par la suite sur l'intégralité du spectre, hein, puisque Mm, de toute manière, l'onde sonore, c'est l'air qui est excité, c'est l'ensemble. Donc, de maîtriser, de contrôler les défauts dans le grave, ça permet aussi à l'énergie transmise pour les médiums et les aigus d'être plus régulière, d'être moins impactée. Moi, je m'en suis rendu compte, Alex, sur le Maverick qu'on avait regardé chez moi pour faire Mmh. des essais rapidos. Et donc là, depuis la 4.2.4, donc ça y est, moi, c'est moi, enfin, le waveforming qui fonctionne. Il y a une intelligibilité au niveau des sons détaillés. Tu sais, au début, là, quand ils accrochent les avions avant de les lancer, tout ça, Mmh. il y a des sons qui sont très aigus, que c'est du métal qui s'entrechoque. C'est nettement plus intelligible maintenant qu'avant. Et j'ai rien changé. Les enceintes, elles sont au même endroit. Les courbes cibles sont exactement les mêmes. Bon, les prises de mesure, je les ai refaites forcément à peu près aux mêmes endroits avec le micro, donc ça peut pas avoir d'impact. Et c'est vraiment l'activation du waveforming qui permet d'avoir une plus de détails et plus de compréhension dans l'ensemble du spectre. Ouais, mais moi je l'ai remarqué, ce phénomène enfin, moi, ce que j'appelle un peu de démasquage temporel. Oui, mm, C'est-à-dire que, effectivement, il y a des choses qu'on n'entendait absolument pas avant et qui ressortent de manière assez saisissante. Bah, pas plus tard, là, quand j'ai fait la démo, là, chez Passion de Cinéma, où effectivement, enfin, on a, on a refait Furiosa et des trucs qu'on connaît absolument par cœur. Et effectivement, il y a des détails qui révèlent sur toute la totalité du spectre. Et effectivement, finalement, c'est peut-être cela qui. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on s'attend déjà bon, dans le grave, mais c'est vrai, c'est peut-être cela mm, qui est le plus impressionnant. C'est que, en corrigeant tout le grave, enfin, en corrigeant juste le grave, on a des résultats sur tout le spectre, en fait. mm, ouais. Et, C'est C'est normal en fait. c'est en fait la cohérence sonore globale que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, c'est la caractéristique principale avec la gestion du decay. Alors, est-ce que les deux sont corrélés? On va pas rentrer dans ces notions-là, mais quelque part, la caractéristique principale, c'est vraiment ça. C'est une cohésion sonore globale qui est incroyable et qui fait que on redécouvre les choses, pas forcément spécifiquement dans le grave, ce que l'on s'attend à découvrir, mais en réalité également sur
l'ensemble du spectre, comme l'a dit Jeff tout à l'heure, à l'instant même. Ok, ben écoutez, ce que je vous propose, si on se fait un petit tour de table rapide, et puis on va mettre fin à ce podcast. On va commencer par toi, Jeff. Faudrait rajouter. Euh, je pense que tout a été dit. On sait aujourd'hui que les technologies de Trino permettent d'aller extrêmement loin dans la reproduction du son. Avec cette nouvelle version du firmware dédié aux altitudes, on va encore plus loin, en tout cas dans les possibilités. Bon, pas moi personnellement. Aujourd'hui, j'ai du Trino partout chez moi et je pourrais pas revenir en arrière. Donc, ça dure encore longtemps. Ouais. Merci, merci Jeff. Alex? Que dire? Non, mais en fait, c'est pas pour passer de la crème sur mon employeur, mais ça fait maintenant que 5 ans que je travaille chez Trinov. Et à chaque mise à jour, chaque calibration, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on arrive toujours à des résultats meilleurs et avoir des sensations, ouais, d'avoir des choses, ouais, des sensations encore meilleures, une qualité d'écoute enfin, des choses qui se révèlent. Et c'est quand même assez super. Et on n'arrive jamais à se blaser, en fait. Et, euh, et je dis ça surtout pour moi qui fais beaucoup de calibration. Je dois être à plusieurs centaines là, et à chaque fois, je suis toujours surpris du résultat qu'on peut obtenir, aussi bien en grand public, en home cinéma, en studio, ou même en cinéma commercial. Et voilà, et on est très content d'offrir ça aux clients et en fait faire en sorte qu'à chaque fois, ils aient vraiment un produit qui s'améliore. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez unique dans l'industrie, finalement. Ben, du coup, on va passer directement la parole à Maximilien, Oui. qui est derrière tout ça et qui a été l'architecte de cette Oula. mise à jour 4.4.2. Très belle mise à jour. Et à nouveau, félicitations à toi et à l'ensemble de l'équipe, Max. Oui, oui, alors c'est très gentil, j'accepte volontiers les compliments, mais on a toute une merveilleuse équipe en R&D qui est derrière cette mise à jour, c'est pas seulement moi. Et c'est vrai que pour remettre ça en perspective, bah, le waveforming c'est assez jeune finalement, parce que c'est arrivé cet été. Mais on est très fiers de la façon dont ça s'est déployé et dans la façon dont ça a un petit peu chamboulé les installations des gens. Et ça leur a permis de vraiment passer un cap en termes d'expérience utilisateur. Et nous, on a à cœur maintenant de continuer à faire évoluer cette technologie pour les années, voire les dizaines d'années à venir. Et du coup, bah, cette 4K2, c'est une étape de plus, mais il y a toute une, une flopée d'innovations et de choses qui vont arriver, qui vont permettre d'améliorer encore l'expérience. Et bah, en tant qu'ingénieur, c'est très excitant parce qu'il y a plein de challenges et plein de choses intéressantes à voir. Arrête de nous mettre l'eau à la bouche, Max. Christophe? Moi, je voulais remercier l'association de nous permettre de réexpliquer aux gens les nouveautés de la 4.4.2 parce qu'on n'a peut-être pas été très clair dans la release note qu'on avait publiée. Donc, j'espère que maintenant, on a éclairci les points un peu compliqués. Et puis, n'hésitez pas à reposer des questions sur le forum. On fera du mieux qu'on peut pour y répondre. Voilà. Eh bien, merci, merci à tous les quatre et surtout merci Alex et merci Christophe pour vos diverses interventions au niveau du forum. Euh, on a cette chance formidable de vous avoir et que vous répondiez quasiment en temps réel et ça, c'est un privilège. Qui est quasiment unique et pouvoir avoir directement accès avec des personnes aussi compétentes que vous l'êtes, avoir des réponses
précise, c'est vraiment formidable. Ceci ayant été dit, je vais y ajouter également mes impressions pour Max. Je suis privilégié puisque j'utilise le waveforming depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Donc 1 an avant sa mise à dispo publique, puisque j'ai fait partie des heureux élus qui ont eu la possibilité de tester le waveforming très très en amont de sa commercialisation et de sa mise à dispo publique. Et Jeff l'a dit tout à l'heure, revenir aujourd'hui à quelque chose sans le waveforming, très clairement, pour ce qui nous concerne, c'est pas possible. Le waveforming est désormais, donc, avec ce qui a été amélioré au niveau de la 4.4.2, pour moi, pour nous, je vais parler au nom de mon épouse et moi, il y a une évolution. On s'est écouté pour, comment dire, pour les essais, on s'est Hans Zimmer à Prague. Et c'était une redécouverte, même si on l'avait écouté un nombre incalculable de fois, avec le 4.4.2, il y a ce quelque chose de complémentaire. Enfin, c'est encore une fois une intégration, une cohésion, et c'est un plaisir vraiment incroyable. Voilà, donc c'est vrai que les altitudes sont des produits chers, mais d'un autre côté, le, vous en avez largement on en a largement pour son argent et le plaisir qu'il y a à utiliser et à écouter ces produits est vraiment formidable. Voilà. Merci et évidemment, Max, tu es cordialement invité et ce serait formidable si tu pouvais également te joindre à Alex et Christophe. Encore une fois, messieurs, merci et on va terminer ce podcast. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. A stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them. I just wanna know what your truth is.